Quand je suis arrivé en 89, c'est ça. C'était une entreprise d'une dizaine d'employés à peu près. Fait qu'on vendait peut-être à 30, 40 millions de litres à l'époque. Là. Tu comparé aujourd'hui, on est rendu à peu près à 3 milliards de litres. Mais c'était pas une immense entreprise. Une dizaine d'employés, mais rentable. Pas de dette ou à peu près, des bases solides. La culture d'aujourd'hui vient de cette époque-là aussi. Là. C'est d'avoir du plaisir au travail puis respecter nos engagements. Ça fait partie de l'ADN de l'entreprise depuis 1958. Là. Serge Arnois, tu es le président et directeur général de l'entreprise Arnois Énergie, une société familiale fondée en 1958 par Claude Arnois. Sous ton leadership, l'entreprise a évolué grandement dans les dernières années et vous êtes devenu un acteur majeur du secteur énergétique québécois avec plus de 400 stations-service exploitées sous les marques Arnois. Arnois Énergie allie tradition familiale et innovation technologique. L'entreprise se démarque aujourd'hui par son engagement vers les nouvelles types d'énergie. On va en parler ensemble aujourd'hui. Serge, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance. Merci. Juste pour corriger, on a 400 quelques stations-service, ce ne sont pas toutes Arnois, des Arnois, SO et autres. Et Petro. Effectivement. C'est ça. Effectivement, vous avez plusieurs marques, donc important de le mentionner. Mais les deux ici. majeurs, c'est Arnois et SO, à peu près la moitié-moitié. Arnois et SO, fantastique. Et bon, peut-être tu pourrais prendre un peu de temps aujourd'hui, Serge, parce que là, 1958, l'organisation est en affaires depuis tellement longtemps, il y a eu beaucoup d'évolutions. Peut-être que je commencerais de 1958 jusqu'à peu près 1989, juste avant ton arrivée, au meilleur de tes souvenirs, tes connaissances, de ce qu'on te dit même. Peux-tu nous parler un peu comment que l'entreprise a évolué et par la suite, on parlera de ton arrivée dans l'organisation? Oui, c'est bien correct. Pour être sûr, là, en 1958, je n'étais pas né. Là. Ça a commencé, tu sais, dans le fond, on est en entreprise de deuxième génération, mais presque trois, dans le sens où notre grand-père, qui s'appelait Joseph Arnois, était de Saint-Thomas. Il était déjà dans le commerce. Il vendait des genres de polythène pour mettre par-dessus les serres pour le tabac. Il vendait des systèmes d'irrigation. Il y avait une petite compagnie de transport pour transporter du fumier, de la farine, souvent dans le même camion. C'était une autre époque. Puis, des années, si vous, probablement dans votre émission, vous devez en avoir beaucoup d'entreprises qui ont débuté des années 50, 60. Là, c'est le début de l'industrialisation, de l'automatisation. Puis la consommation de pétrole était en grande croissance à ce moment-là. Puis il y avait une compagnie qui s'appelait BA, British American Oil, qui n'existe plus aujourd'hui, qui cherchait un distributeur dans la région. Il avait été voir mon grand-père, Joe, puis il avait dit, Joe, tu es déjà dans le commerce, t'attends-tu de distributeur de produits pétroliers? Mon grand-père, qui avait eu 16 enfants, qui avait déjà 3-4 lignes de business, il avait dit, là, j'en ai assez. Puis là, il s'est reviré de côté de mon père, qui avait à l'époque, mettons aussi, si l'entreprise est née en 58, c'est peut-être en 56 qu'ils se sont rencontrés les premières fois, mais si on dit un chiffre, notre père, il est né à 34. Il fait qu'il avait 22 ans, mais depuis l'âge de 15 ans qu'il n'allait plus à l'école, mon père, c'est quelqu'un qui calcule vite, calcul mental, etc., mais l'école, il arrêtait assez jeune pour aider la famille. Fait que là, il avait dit à mon père, petit gars, ça te tente-tu? Prendre ça? Mon père, il a dit, c'est sûr que ça me tente, mais pas une scène en poche, rien. Mon grand-père avait dit, je peux t'endosser. Il avait pris un vieux camion usagé que BA avait fourni. Puis il avait commencé comme ça dans la maison familiale. À l'époque, il n'était pas marié. Il continuait à travailler pour mon grand-père parce que la business n'était pas à temps plein. Puis quand il n'était pas à la maison, qu'il était parti sur un camion, c'était ses sœurs qui répondaient au téléphone pour vendre des produits pétroliers. Puis il a commencé de cogner de porte en porte pour développer des clients, surtout agricoles et résidentiels. Là. C'était le gros. Puis son rêve à l'époque était de vendre 1 million de gallons. Là. À l'époque, c'était des gallons. Là. C'est comme l'équivalent de 4 millions de litres pour faire rouler son camion pour être rentable. C'était un peu ça le début. Et là, ça a évolué quand même à travers le temps. Là, je pense que toi, quand tu es arrivé en 89, l'entreprise avait grandi, certes, mais c'était pas encore une très grande entreprise comme aujourd'hui. Là. Non, mais avec l'aide de ma mère, là, mon père s'occupait des ventes, puis des opérations, puis des relations à la clientèle. Ma mère était plus côté crédit, suivi d'administratif, même répartition des camions. Mais il avait quand même fait une bonne croissance en faisant beaucoup d'acquisitions au niveau du mazout. À l'époque, début des années 70, là, c'est probablement que tout n'a jamais connu ça, là, mais tous les hôpitaux, les églises, les écoles, ça fonctionnait au mazout. Il y avait un volume incroyable de mazout. Juste dans la région de Joliette, il y avait 16-17 distributeurs de mazout. Aujourd'hui, il n'y en a plus.
Mais il a fait beaucoup. Il y a eu de la consolidation. Fait que, il a fait beaucoup de croissance, mais à son niveau à l'époque, jusque dans les années 81, où là, j'étais encore à l'école. Mais en 81, il y a eu les subventions pour le chauffage électrique. Tu sais, après l'avènement des grands barrages avec Robert Bourassa, où on voulait électrifier le Québec. Mais là, notre père voyait plus ou moins d'avenir dans le pétrole. Il avait dit aux enfants, ben, vous irez à l'université, puis ça sera ça sera le legs que je vous ferai. Là, tu sais, il n'y a plus vraiment d'avenir dans notre business. Fait qu'il avait comme vendu une partie de sa business de mazout à son cousin Mario. Ça s'appelait les Pétroles Arnois. Il avait commencé à faire une semi-retraite en allant en Floride, en ayant 4-5 chauffeurs, puis gérer à distance. Là. Il était comme des pionniers des gestions à distance. Euh, mais là, il s'était associé avec Texaco à l'époque, mais Texaco était arrivé en 86. Ça, c'est avant que j'arrive, là, mais c'est quand même important d'en parler. Euh, Texaco est arrivé avec un principe d'agent grossiste revendeur où tu pouvais développer des stations-service avec le brand, avec la marque Texaco. On appelait ça des revendeurs de marque. Puis là, notre père avait déjà commencé à prendre un peu une semi-retraite, aller en Floride. Puis là, quand là, ça s'est arrivé, mais il dit, ouais, tu sais, il était quand même resté entrepreneur à l'époque, même en allant en Floride. Il avait acheté 2-3 stations-service. Il faisait un peu de business à travers ça. Mais en 86, c'était quand même un pas majeur que là, il fallait s'automatiser. Il fallait rentrer des ordres. Jusqu'en 86, il y avait 0 ordinateur dans le bureau. Là, il fallait tout rentrer ça. Puis, bon, avec l'instruction qu'il y avait, puis anyway, rendu à l'âge qu'il avait, il n'avait pas vraiment le goût de s'embarquer à tout faire ça tout seul. Moi, j'étais encore au cégep. Fait que mon frère Luc, on va parler de moi aujourd'hui, là, mais tu sais, j'ai quand même eu mon frère et ma soeur qui ont travaillé avec moi, qui aujourd'hui sont à la retraite. Mais Luc, il avait fini son bac comme ingénieur mécanique, il était en train de faire sa maîtrise. Ben, mon père, il fallait qu'il rentre l'informatique en 86, fait qu'il avait été voir mon frère Luc, il dit, là, ça te tente de venir m'aider? Moi, je finissais le cégep. Fait que Luc avait dit, bon, OK, c'est correct. Puis moi, j'étais pour faire ma technique en sciences administratives pour venir travailler avec mon père avant que ça arrive. Puis là, une fois que mon frère était rentré dans l'entreprise qui était supposément venu pour 2-3 ans pour informatiser la boîte, mais là, lui, il arrivait avec son bac, puis moi, j'aurais fini avec mon deck en technique administrative. J'ai dit, là, en 86, je me suis inscrit au HEC. J'ai dit, là, c'est pas vrai que je vais travailler avec mon frère qui a un bac pour m'avoir une technique. J'avais un petit peu de compétitivité. Fait que là, je me suis inscrit au HEC. Fait que là, j'ai fini en décembre 89 les HEC. Puis là, ça faisait depuis 86 quand même que Luc avait fait une bonne job de commencer à développer des stations-service. On était rendu peut-être à 25 stations-service en 89. Puis là, je suis arrivé à cette époque-là. L'entreprise faisait station-service, un peu de commercial, plus vraiment de résidentiel parce qu'on avait vendu la business à Mario Arnois, les pétroles noirs, qu'on a racheté dans les années futures. Fait qu'on vendait peut-être à 30-40 millions de litres à l'époque. Là. Tu sais, comparé aujourd'hui, on est rendu à peu près à 3 milliards de litres. Mais c'était pas une immense entreprise, c'était une dizaine d'employés, mais rentable. Pas de dette ou à peu près, des bases solides, des cultures la culture d'aujourd'hui vient de cette époque-là aussi. Là. C'est d'avoir du plaisir au travail, puis respecter nos engagements, puis ça fait partie de l'ADN de l'entreprise que notre père a incorporé depuis 1958. Là. Fait que quand je suis arrivé en 89, c'est ça. C'était une entreprise d'une dizaine d'employés à peu près. C'est quoi ton rôle à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as à faire dans l'organisation quand tu rentres? Mais l'année avant que j'arrive, le répartiteur, Guillaume Roberge, qui était comme le premier homme à notre père, puis quand notre père était en Floride, avant que Luc arrive, là, avant 86, là, mettons des années 80 à 86, à tous les soirs, Guillaume, il appelait mon père en Floride. Aujourd'hui, il est arrivé telle affaire, il y a un camion qui a fait un flat. À la limite, mon père, il racontait bien trop de détails, là, mais il voulait que son patron soit content de lui. Fait que Guillaume faisait ça, mais à l'été 89, Guillaume est décédé, qui était le répartiteur. Puis à grosseur, l'entreprise qu'on avait là à l'époque, la job de répartiteur, c'était pas juste de prendre un fichier, de mettre ça de donner ça au chauffeur, c'était de prendre les appels, service à la clientèle, répondre aux clients, prendre la commande, préparer la facture, le bon d'envoi, donner ça au chauffeur, s'assurer qu'il y a assez d'inventaire dans le dépôt, d'acheter les camions, de faire réparer les camions. Dans le fond, c'est tout ce qui était opérationnel, service à la clientèle, livraison. Fait que c'est à peu près la plus belle job pour apprendre la business.
Puis là, vu que Guillaume est décédé en juillet, ils m'ont attendu jusqu'au mois de décembre. Ils ont patché avec les gens dans le bureau. Là, quand je suis arrivé, je suis rentré comme répartiteur pour remplacer Guillaume, avec mon frère Luc, avec des gens dans le bureau. C'est sûr qu'au début, c'était un peu un choc là, quand tu finis de faire tes 3 années au HEC, que tu vas parler de la philosophie, des politiques internationales, de l'économie, puis là, tu tombes répartiteur de 4-5 chauffeurs de truck qui attendent d'avoir le chèque pour aller à la brasserie le samedi soir. Là. Non, j'exagère un peu, là. Mais, tu sais, il y a un ajustement, puis tu sais, veux pas, tu sais, j'avais tous mes chums qui étaient partis travailler à la Banque Royale, à la Banque Nationale. Puis là, tu sais, j'avais moi, ma réalité n'était pas tout à fait pareille, là. Tu sais, puis j'ai embarqué sur le camion, puis je faisais encore des livraisons. Parce que avant d'arriver à 89, l'été, ma job, c'était faire de la livraison des stations-service, de la livraison de peinturer des stations, etc. Mais c'était ça pendant quelques années. Puis avec le temps, ben, c'est sûr que mon côté instinctif de vente a pris le dessus. Il n'était jamais parti, là. Mais je voyais des opportunités quand les clients appelaient pas, je pouvais les relancer. Je voyais des compétiteurs qui vendaient des places, je disais, pourquoi qu'on n'est pas là? Fait que là, je me suis mis à solliciter des gens, à faire de la vente en gros qu'on faisait pas, d'améliorer l'efficacité où, à l'époque, tous nos camions fonctionnaient 5 jours semaine, un chiffre. Mais maintenant, pourquoi que les camions ne marchent pas le samedi et dimanche, puis pourquoi ils ne marchent pas de nuit? Puis bon, ben, après ça, d'améliorer l'efficacité, j'ai travaillé là-dessus beaucoup. Les chauffeurs, de faire un peu dans le temps libre, de pouvoir faire l'entretien de leur camion un peu. Je les avais tous grillés dans un petit coffre d'outils. C'est sûr que ça en dérangeait un peu, là, c'est sûr, là, dans le petit côté paisible qu'il y avait avant que j'arrive. Là. Mais c'était ça. C'était une. Puis en même temps, mon frère Luc, qui est un gars très cartésien, qui est fort en informatique, qui est vraiment bon dans la gestion du crédit, dans la gestion de l'efficacité opérationnelle administrative. Tu sais, aussi curieux que ça puisse paraître, moi j'ai mon cours HEC, puis lui est ingénieur, mais ça a fini que lui s'est occupé plus des finances, puis puis de l'administration interne, puis moi j'étais plus au niveau des ventes et des opérations. Puis dans une année ou deux après, ma sœur Claudine, qui a fait son cours en journaliste, et aussi à Toronto en études canadiennes, est venue se joindre à nous autres parce que dans les années 90, on a eu, c'est là que la bannière Arnois s'est créée, parce que Esso avait acheté Texaco, pour des raisons que Texaco n'avait pas le choix de vendre. Là. Mais Esso, à l'époque, aussi curieux que ça puisse paraître aujourd'hui, on est associé avec Esso. Là. Mais à l'époque, Esso, il disait, le modèle d'Arnois, de revendeur identifié, ne rentrait pas dans le modèle. Fait qu'on avait eu un divorce avec Esso, ça avait été en gros, ça avait été un peu complexe. Et on s'était associé avec Shell. Puis dans les 25 stations-service qu'on avait, il y en avait 12-13 qu'on pouvait mettre Shell, puis il y en a 12-13 qui avaient soit un Shell trop proche ou on ne pouvait pas. Non, on fait quoi avec ça? Là, on a développé la bannière Arnois en 90, comme par défaut. Mais là, c'était à l'époque où, encore là, tu es trop jeune pour avoir connu ça, mais tu faisais le plein, puis tu recevais un tournevis gratuit, une serviette, de la vaisselle, les tournevis, name it, là. Mais sauf que si on voulait avoir une bannière d'essence qui se tenait un peu, il fallait quand même compétitionner avec les autres bannières qui offraient ce genre de marketing-là. Puis moi et mon frère, on était moins... mon frère et moi, là, on était un peu moins calés là-dedans. Puis notre sœur, qui était étudiante en communication, journaliste, qui était meilleure là-dedans, était venue travailler avec nous pour s'occuper justement du marketing. Fait que c'est comme ça que ça avait commencé la business, là. Comment s'installe la dynamique familiale un peu? Parce que des fois, ça peut être complexe. Hein? On reprend une entreprise familiale, il y a des frères et des sœurs qui prennent en charge quoi, qui ultimement va avoir un petit peu plus de pouvoir que d'autres. Bon, toi, tu rentres répartiteur, mais comment les années suivent? Comment ça évolue un petit peu votre dynamique de travail? Mais c'est sûr que c'est pas quand il y en a un qui part, tout le monde part toujours égal, pareil, là. C'est sûr que pour gérer ça. Mais je pense que ça vient de la base, de la culture, de la façon dont les parents élèvent un peu leurs enfants même si on n'est pas d'accord, puis tout ça, d'essayer de se respecter à travers tout ça, puis de travailler ensemble, puis de se respecter dans nos différences, puis de capitaliser sur nos différences aussi. C'est sûr, comme je dis, moi, je suis plus le vendeur, développeur, fonceur.
Luc était son côté plus cartésien. Claudine, ressources humaines, formation, communication. Tu sais, on avait des forces très complémentaires. Puis au début, il n'y avait pas vraiment pendant plusieurs années, là, de directeur général nommé. Là. C'était comme une direction générale à trois têtes. Puis ça fonctionnait relativement bien. Juste que par contre, avec la croissance, à un moment donné, ça a amené des zones grises où là, ça peut être plus dangereux de se mêler. Puis là, on a fait affaire avec une firme externe de Diane Felici, de Felici Service Conseil. Puis on a étudié le profil des trois. Il y a une des questions que je me souviens, c'est tu te vois où, toi, dans 5 ans, parlant de moi, puis tu vois où ton frère Luc, puis tu vois où ta sœur. Puis la même question t'as posée à ces deux personnes-là. Puis on était quand même chanceux ou quoi que ce soit, mais on se voyait pas mal où que les autres nous voyaient dans 5 ans. Tu sais, dans le fond, moi, on me voyait à la charge des ventes, puis à la direction générale, et puis Luc plus à l'administration, puis au contrôle interne, puis Claudine, tout ce qui est ressources humaines, formation, communication. Tu sais. Fait que ça a fini qu'après cette séance-là, je suis devenu comme le directeur général. Luc s'est occupé de tout ce qui était IT, informatique, comptabilité, relations avec les banques. Claudine, tout ce qui était ressources humaines, formation, communication et même marketing un bon bout de temps. Puis ça a bien été. C'est sûr qu'il n'y avait pas de relation de dominant où je faisais une évaluation à la fin de l'année à mon frère et à ma soeur. Là, tu sais. J'étais comme le directeur général, mais on était encore... Je n'étais pas le boss. Là. Ils géraient leurs affaires, puis ils n'avaient pas besoin de moi jusqu'à temps qu'ils... Pour des raisons différentes. Luc est un peu plus âgé. Aujourd'hui, Luc, il est né en 1961, qui va avoir 64 cette année. Que lui, depuis quelques années, il est à la retraite, il demeure au lac Cloutier, il s'amuse sur son tracteur, il fait des patinoires, puis il est heureux avec ça, puis il est encore sur le conseil d'administration, puis il a de très bons conseils, puis j'ai des questions plus... Luc, c'est un gars très cartésien, puis des fois, moi, je suis un gars un peu plus émotif, plus... Ça brasse des fois, puis là, lui, il me fait du bien, il est capable de séparer les émotions des affaires. Très bon conseiller. Claudine, en prenant elle a décidé de prendre une retraite une couple d'années aussi. Elle, aujourd'hui, elle se réalise plus dans elle s'occupe de la salle de spectacle des Jardins à Joliette. Elle a fait une grosse job là-dessus. C'est sûr qu'avec le temps, à un moment donné, on touche chacun nos passions, puis aujourd'hui, on est heureux dans ce qu'on fait chacun de nous autres, mais la cohabitation, quand même, c'est pas parfait, là, mais ça a bien été, puis on se respecte bien, puis on va encore au même party de Noël. C'est le plus important, c'est le plus important. Puis dis-moi, pas si ça avant répond qu'on à ta parle question, de... là, mais... Ah, absolument, absolument. Ouais. Puis peut-être avant qu'on parle de toute cette dynamique d'évolution, de changement un petit peu de produits offerts pour des raisons évidentes qu'on peut comprendre. Vous êtes dans le domaine de l'énergie, on le sait bien. Parlons un petit peu de toi quand tu reprends tranquillement, on pourrait dire, le poste de directeur général, même avec ton frère, même avec ta sœur. C'est quoi un peu le business case que vous faites de la situation? Parce que vous êtes dans une industrie qui change beaucoup. Vous avez l'air de vouloir continuer à faire de la croissance. Donc, avant qu'on parle de 2025, comment s'est déroulé les 10-15 dernières années quand vous avez évalué la business puis se dire, OK, voici ce qu'on doit faire, voici ce qu'on doit faire. Essentiellement, c'était quoi le diagnostic de la situation? C'est une question à long développement, là. C'est sûr que la façon dont on fonctionne depuis longtemps, même si maintenant la Caisse de dépôt est actionnaire chez nous depuis 8 ans, 9 ans, mais même avant ça, on avait un comité consultatif avec des gens de l'externe qui venaient nous aider à échanger. Puis moi, je pense qu'en amenant des gens de l'externe dans l'entreprise familiale, ça vient faire diminuer un petit peu le côté émotif de relations frères-sœurs. Là. Ça ramène plus au niveau de la business. Il y a, dans le fond, c'est qu'on s'est fait aider par des gens. Il y avait M. Richard Mourant à l'époque. Aujourd'hui, c'est d'autres gens, c'est Gilles Boudreau ou autre. On fait à toutes les 3-4 ans, des planifications stratégiques de base qu'on renouvelle aux 3-4-5 ans et qu'on suit un plan. Puis dans ces planifications stratégiques-là, ben, ça tient compte de c'est quoi nos forces, nos faiblesses, l'environnement, etc., puis où est-ce qu'on s'en va, puis c'est quoi nos angles morts, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Tu sais, puis c'est sûr qu'au début, moi, quand j'ai commencé les premières années,
l'angle mort, c'était pas nécessairement la transition énergétique, mais c'était la concentration. On était dans Joliette. Fait que s'il y avait une guerre de prix qui arrivait dans la Lodière, on était cuit. Fait que l'idée, c'était de sortir la région, d'en avoir des Laurentides, d'en avoir au Lac-Saint-Jean, d'en avoir un peu partout. Fait que la diversité géographique, c'était une chose qu'on a faite pour faire en sorte que l'entreprise soit plus solide. Puis, juste, bon, revenez tantôt, là, je fais du coq à l'âne, mais tu sais pourquoi que ça a bien été, là, les deux frères et la sœur ensemble? Aussi, le fait qu'on ait fait de la croissance, là. Mais avec la croissance, bon, la croissance géographique, la croissance de volume, mais chacun est venu à bout de pouvoir avoir. Tu sais, si on avait resté une petite entreprise, on aurait fallu qu'on se replie ses pieds, puis ça n'aurait pas été le fun parce qu'il n'y aurait pas eu assez de responsabilité pour tout le monde. Mais la croissance a fait en sorte que les trois se sont épanouis, là. Et pour revenir à les défis qu'on a eus au début, c'était justement ça, c'était la concentration géographique. Après ça, ben là, on est concentré, mais beaucoup de stations-service, pas tellement dans d'autres départements. Fait qu'on a développé tout ce qui est. Puis aussi, on est à l'entreprise qui saisit des opportunités. Puis on a tout le temps eu une situation, on n'a pas de dette comme à l'époque de notre père, mais on a une situation d'endettement très, très respectable. Là, pas beaucoup endetté. Puis quand il y a des occasions qui se présentent, on est capable de les saisir. Puis, c'est sûr que l'idée, c'est de se diversifier autant géographiquement que par ligne de produits. La géographique, on l'a fait au fil des années, puis on le fait encore. Tu sais, depuis 2 ans, on est au Nouveau-Brunswick, on est dans les 4 provinces maritimes. Puis ça, c'est retail, station de service. Mais aussi, tout ce qui est lubrifiant. Avant ça, on était tout petit, mais on a eu des occasions avec SO de ramasser la gamme mobile pour tout le Québec. Mais là, tant qu'être des lubrifiants, mais pourquoi qu'on ne vend pas du lave-vite? Pourquoi qu'on ne vend pas de l'urée? On a fait aujourd'hui une division rentable de lubrifiants et produits spéciaux. On a diversifié là-dedans. Avec la décroissance du mazout, on a dit, pourquoi qu'on n'est pas dans le propane? Bon, OK, c'est connexe. Aujourd'hui, on est le 3e plus gros vendeur de propane au Québec. C'était une façon de le faire. Bon, les avions, ça roule au carburant. Bon, OK, on a diversifié dans les autres lignes de produits. Puis même le réseau de détail, on diversifie les lignes de produits. Puis aussi dans nos lignes, nos dépanneurs, si tu regardes la photo d'un dépanneur d'aujourd'hui par rapport à un dépanneur d'il y a 20 ans, des dépanneurs avec des restaurations rapides il y a 20 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, plus que la moitié de nos sites ont soit un Tim Hortons, un McDo, un Subway ou whatever. Ils ont tous à peu près des lave-autos. C'est pas des dépanneurs de 1500 pieds carrés, c'est des bâtisses de 4000 pieds carrés avec du prêt-à-manger, de la pizza, des déjeuners, des cafés. Ça fait qu'il faut se réinventer tout le temps. Puis l'idée, c'est, avec le temps, c'était la diversification, mais autant géographique par ligne de produits, puis les lignes de produits différentes, même dans ta ligne principale. Dans les lubrifiants, on aurait pu dire on vend juste des lubrifiants. Mais non, aujourd'hui, on fait du lave-vite, on vend de l'urée pour les moteurs diesel, on vend plein d'autres choses. Puis ça n'a pas fini, il y a plein de potentiel à la faire grossir, cette ligne-là. Fait que chacune des lignes, aujourd'hui, on est presque un conglomérat de différentes lignes de produits, mais qui travaillent ensemble tout en étant synergétiques. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers,
négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10 de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Parle-moi peut-être un petit peu de cette gymnastique que vous devez faire entre l'évolution de vos produits. Et quand je parle de gymnastique, je veux bien situer notre audience. Aujourd'hui, vous êtes, bon, on s'entend, c'est factuel, dans une catégorie où est-ce que les produits, les énergies sont non renouvelables pour certains de vos produits, bien entendu. Et bon, on doit dealer avec ça. Ouais, c'est renouvelable, mais ça prend des millions d'années. On va avoir quelques podcasts à faire pour se rendre là, effectivement. Oh, ouais, c'est ça, c'est bon. Donc, bon, il y a ça. Faut également, et je serais curieux de t'entendre, et par la suite là-dessus, il va falloir également gérer avec les réflexions, discussions, questions de nos employés. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se positionne par rapport à tout ça? Il faut s'assurer que l'entreprise soit capable d'être pérenne à travers le temps. C'est pas facile. Et ça doit demander énormément de réflexion, énormément d'ajustements. Je serais curieux que tu nous expliques comment vous y prenez. Et je suis convaincu que des entrepreneurs qui nous écoutent qui vont pouvoir en tirer beaucoup de leçons parce qu'eux aussi vont être dans des industries changeantes, dans des catégories qui bougent beaucoup. Ils vont devoir s'adapter. Mais je pourrais vous faire Tantôt, je vous ai parlé en 1981, quand notre père a décidé de prendre sa semi-retraite puis des enfants. Vous irez à l'école parce qu'il n'y a pas vraiment d'avenir dans le pétrole parce que le chauffage au mazout s'en va. Mais si on s'était défini à l'époque comme un vendeur de mazout, on ne serait plus là. Je ne sais pas de quoi vous parlez aujourd'hui. On s'est défini comme un vendeur de produits pétroliers à l'époque. Bon, vendeur de produits pétroliers, ça élargissait nos horizons aux stations-service, aux clients commerciaux, à l'aviation, tout ce qu'on a fait dans les dernières années. Mais aujourd'hui, si tu regardes le nom, c'est pas Arnois. Ça s'est déjà appelé de même Arnois Groupe Pétrolier. Là. Aujourd'hui, ça s'appelle Arnois Énergie. Bon. L'énergie va continuer à s'en consommer et de plus en plus à travers le monde. Ceux qui, il y a moyen de faire attention puis d'en consommer moins en consommant plus intelligemment. Exactement, ça va être quoi les énergies qui vont se consommer dans 30 ans? Si je le savais, je deviendrais milliardaire du jour au lendemain, mais je ne peux pas vous le dire. Mais en prenant la même recette qu'on a pris à partir du moment où on est passé d'un vendeur de mazout à un vendeur de station-service, un vendeur de propane, de diesel, de carburant aviation, dans le futur, en faisant nos planifications stratégiques intelligemment, puis en ouvrant nos horizons à pas juste le créneau qu'on est actuellement, en se remettant en question année après année, 5 ans après 5 ans. Et à un moment donné, c'est sûr qu'une entreprise saine a besoin des capitaux à réinvestir année après année pour se maintenir. Puis après ça, tu as des capitaux en haut de ça que soit tu verses des dividendes puis que tu investis d'autres choses ailleurs, ou tu la gardes dans ton entreprise puis tu réinvestis ça dans des divisions qui vont être plus porteuses pour l'avenir. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis là, 35-40 ans, puis même d'attendre notre père, tous les capitaux, ils versaient un petit salaire, puis tout est remis dans l'entreprise. On fait la même chose depuis le temps, on se laisse très peu de dividendes, et on trouve encore, on cherche des rendements sur le capital investi assez élevé, tout en respectant notre créneau, tout en respectant notre planification stratégique qu'on a faite les années d'avant, qui souvent fait en sorte qu'on bouge un peu. Là, aujourd'hui, on investit beaucoup plus dans le domaine de l'aviation et des car blocks, puis les camions au diesel, là, ça va rouler au diesel pendant longtemps encore. On parlera peut-être de l'hydrogène tantôt, là, mais ça va être lent, là, des pleins. Fait qu'aujourd'hui, les capitaux, on en met encore des stations-service parce qu'il y a encore de l'argent à faire là-dedans, puis il y a encore des capitaux à aller tirer de ça. Mais aujourd'hui, on ouvre tranquillement nos investissements vers l'aviation. On l'a fait dans le propane, c'est fait. Puis on le fait aussi pour tous les gros truck stops, puis ces enfants-là, c'est là-dessus qu'on est. Dans 3-4 ans, puis on calcule que les truck stops, c'est encore bon pour 20-25 ans, puis le retour sur investissement, on a encore beaucoup de projets.
Et après ça, ça va-tu être dans 5 ans? Est-ce que le marché de l'hydrogène va être mature? Là, on fait beaucoup de. Tu sais, on est la seule station hydrogène au Québec présentement, à Québec. Puis, pour être franc, on perd de l'argent avec ça, là, mais on apprend, puis on est les mieux positionnés au Québec pour partir dans ce domaine-là le jour où la technologie sera là, si ça arrive. Mais l'idée, c'est d'avoir les esprits ouverts, puis de mettre les capitaux à la bonne place pour être sûr qu'ils reviennent assez vite pour pouvoir réinvestir. Parce que si c'est pas ça, à un moment donné, tu dis, ben là, j'arrête, tu prends les capitaux, tu les sors, tu les investis à la bourse, là, tu sais, si tu n'as plus rien dans ta tête. Mais il y a toujours de quoi, juste dans ma vision de lubrifier produits spéciaux, on pourrait grossir cette ligne-là avec des produits chimiques, etc. Tu sais, le propane, le nord des États-Unis, on n'est pas là. Tu sais, si on veut, là, des occasions, il y en a plus que ce qu'on peut en faire tout le temps. Mais l'important, si tu veux rester en vie, tu t'assures que les capitaux que tu vas investir, tu les mets à la bonne place. Donc, c'est vraiment une question d'allocation de capital de manière excessivement rigoureuse et disciplinée. Comment ça se met en place de votre côté? Est-ce que vous avez un comité d'allocation de capitaux qui réfléchit à ces points-là? Est-ce que c'est votre comité d'administration? Parce que oui, effectivement, tu es dans une catégorie qui, comme on le sait, est un petit peu plus en déclin, on pourrait dire, mais un déclin qui est très, très long. Oui, c'est ça. Et souvent, dans des moments comme ça, peut se générer beaucoup de liquidités parce que c'est la fin, donc on est plus discipliné dans nos opérations, on va limiter les dépenses. Donc, tout ça fait du sens. Bien entendu, tu peux réallouer tes capitaux dans des endroits plus stratégiques. Comment se met en place peut-être ces réflexions de votre côté? Qui est en charge de tout ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, à la base, ça part de la planification stratégique. Puis, à partir de là, la planification stratégique nous donne les grandes lignes vers lesquelles on veut aller. Puis, à chaque année, on fait un budget. C'est quoi les projets qu'on a sur la table? Dans les lubrifiants, dans les cardlocks, dans l'aviation, dans les stations-service, les lavotos, rajouter des comptoirs de restauration, etc. Les projets, il y en a plein. Là, chacun des vice-présidents de chacune des divisions arrive avec le projet, font des demandes en capital, puis on les sélectionne. Puis j'ai comme on a un trio, là, il y a Steve Lamontagne puis Benoît Jaudoin, qui sont comme mes 2 vice-présidents principaux, avec lesquels on va prendre les grandes orientations, puis allouer les capitaux, puis faire des stratégies d'investissement, puis combien est-ce que d'argent qu'on va garder pour rembourser la dette si on pense que notre dette est trop haute, quoi que ça. Puis si on pense qu'on va faire X millions de rentrées de cash flow, ben, il y en a combien dans tel département, puis le budget il est alloué en fonction des grandes visions. Mais là, c'est vraiment basé sur la planification stratégique, là. C'est sûr qu'à rendement égal, on va favoriser un développement dans l'aviation ou dans les haltes autoroutières avec cardlock pour les camions que pour un dépanneur de coin de rue et une station-service. Mais on n'en fera pas. Parce que si le dépanneur de coin de rue et station-service se paye en 2 ans puis qui est rentable, on va en acheter encore. Mais ça ne sera pas notre focus principal. Parce qu'on s'entend qu'au niveau de l'aviation, ça ne bougera pas pendant encore un bon bout de temps, là. Avant que les avions roulent électriques à batterie, c'est problématique pour les camions, les machines pour les avions. Le poids des batteries dans les gros camions de longue distance, pour tout de suite, ça fait aucun sens, là. C'est pour ça que peut-être que le marché de l'hydrogène, dans ce cas-là, c'est peut-être les biocarburants qui vont prendre ça, mais que ce soit des biocarburants ou que ce soit des carburants traditionnels, si c'est liquide et ça se transporte, nous, on va être là-dedans, là, c'est ça. Est-ce qu'il y a des régulations qui vous mettent des bâtons dans les roues? Ben, il y a des régulations qui changent notre façon de faire, dans le sens où là, on va avoir un minimum de 10% d'éthanol, tant de biocarburants dans le diesel. Ben, c'est plus nos fournisseurs qui sont pris avec ça. Sauf que quand on fait des importations, parce qu'on ajoute des fois du produit directement à l'Ouest canadien ou d'autres endroits, il faut s'assurer de rencontrer les règles. Mais c'est pas... c'est sûr que aussi, c'est le plus inquiétant, c'est la régulation qui dit qu'en 2035, ils ne veulent plus de vendre d'auto essence. Faut que tu y penses. Là, bon, ben, OK, là, la consommation d'essence, on a un tableau de planification stratégique puis qui dit, bon, ben là, cette année, on vend tant d'essence, puis il y a tant d'autos sur le chemin, puis la flotte va faire ça, puis d'ici 2035, voici, ça va être quoi la courbe. Fait que là, quand on fait un investissement aujourd'hui pour une station de service, on a une planification de décroissance
comme dans toute planification, il y a une affaire qui est sûre, c'est que tu vas te tromper, soit à la hausse, soit à la baisse. Là. Mais on est assez conservateur parce que depuis 5 ans qu'on fait ces planifications-là, puis se consomme toujours plus d'essence que ce qu'on pense à présent. C'est un peu curieux. On pensait que la flotte de véhicules stagnerait un peu, que les gens prendraient plus le transport en commun, mais avec la COVID, je pense que les transports en commun, ça n'a pas été parfait. Puis la pénétration des autos électriques est à la vitesse qu'on pense, mais la flotte totale de véhicules augmente plus vite que ce qu'on avait pensé. Donc, la consommation est un peu plus grande que prévu à date. Mais à chaque année, on se refait nos planifications. Absolument. Ouais. Est-ce que c'est utopique, l'idée de ne pas avoir de voiture à essence en 2035? Est-ce que c'est un projet viable, selon toi? C'est une question... c'est possible, là, mais dans l'état surtout avec l'arrivée de notre voisin... Est-ce que c'est possible ou politique? Ouais, c'est ça. Avec l'arrivée de notre voisin du Sud, là, on se retrouve un petit peu isolé, là, si on veut faire ça. Là. Qui, lui, est un peu contre ça. Puis il y a beaucoup de sous quand même à mettre. Puis bon, si on regarde nos finances personnelles, pas personnelles, mais les finances de notre province, de notre pays, ils ont arrêté les subventions un peu plus vite que prévu. Je pense que c'est possible, mais je pense pas que ça va arriver. C'est mon feeling. Mais c'est possible, mais il faut mettre tous les capitaux nécessaires pour investir dans des infrastructures de bornes de recharge, d'aider les gens à convertir. Il y a quand même beaucoup de barrières à rouler électrique aujourd'hui. Là. Il y a certaines parties de la population que ça fait leurs affaires, mais si vous prenez les gens qui restent à Chibougamau ou à Matagami ou qui ont 600 km pour se rendre à Montréal, c'est pas tout le monde qui sont... Puis ça marche en été, en hiver, la consommation de ton autonomie baisse de moitié. Mais tout ça fait, là, si tu te promènes avec ta tuque et tes mitaines en plein hiver, tu peux faire long. Là, mais la technologie avance, mais ça, ce qu'on pensait pas, c'est qu'à un moment donné, c'est que les autos, ça s'en allait sur le tout électrique. Puis si on regarde ce qui se passe en Europe, ça va beaucoup sur l'hybride branchable. Tu as un peu le meilleur de deux mondes. Là. Tu vas rouler, quelqu'un qui est à 20 minutes du bureau va rouler électrique pratiquement tout le temps. Puis s'il en a besoin de fin de semaine pour aller au chalet, ben, le moteur essence s'embarque. Puis tu vas quand même passer d'une consommation de 10 litres au 100 à 4 litres, 3 litres au 100, qui est quand même une bonne option. Puis qui va faire en sorte que, pour nous, avec l'augmentation du parc de véhicules, oui, la consommation va diminuer, mais on va être en vie encore pendant un bon bout de temps. Là. Puis si on regarde nos sites, on se compare à la compétition auto, puis l'idée, c'est d'avoir les meilleurs sites aux meilleurs endroits. Puis s'il y en a fermé, que ce soit pas un autre, là, j'espère que c'est bien, tu sais. Mais comme ça, ben là, si la consommation baisse, mais tu as de la compétition qui baisse, tu penses ramasser le volume. Mais ça, c'est des vœux pieux, là, pour vraiment être à la bonne place au bon moment avec la bonne offre, là. Puis être plus rentable que les autres. Intéressant. Où est-ce que, Serge, ton temps va aujourd'hui en tant que dirigeant de l'organisation? Où est-ce que tu mets davantage de ton temps? Tu parlais d'allocation de capital. Si on parle d'allocation de ressources, des ressources de temps ici, où est-ce qu'on te retrouve dans ton travail au quotidien? Ben, c'est sûr que je suis un gars qui aime, comment dire ça? J'aime ça voir aller dans l'usine. J'étais un peu hands-on, là. Mais en même temps, j'ai comme pas le choix de... Tu sais, j'ai 58 ans, je veux pas faire l'erreur de PDG qui ont resté accrochés à leur job à contrôler tous les détails jusqu'à 70 ans, puis à un moment donné, il y a un clash, puis il n'y a personne dans l'entreprise qui est capable de prendre la place. Là. Fait que je viens justement de refaire une nouvelle restructuration là, il y a à peu près 2 mois pour avoir des vice-présidents, 2 vice-présidents principaux, lesquels que je vais faire quand on se rencontre à toutes les semaines. Puis eux autres, ils me parlent de leurs enjeux, puis en même temps, ben là, je les aime. Je veux pas à travers des échanges, ça fait de la formation, ça fait du transfert de connaissances. Ces gens-là ont plus de responsabilités qu'avant. Moi, je m'occupe un peu moins du détail, mais ma vision, c'est de lire, d'assister au colloque, de voir où ça va, justement, de regarder les statistiques de consommation, les véhicules électriques, etc. Où que Arnois va être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ça, c'est une de mes préoccupations. Deux, de m'assurer qu'avec la croissance qu'on a, de garder la culture dans l'entreprise. À tous les mois, je fais des meetings on appelle ça on jase avec Serge. J'assieds des gens autour de la table.
random, là, de peu importe où l'entreprise, puis ils sont assis, je leur parle de l'entreprise. Puis une des questions que je leur pose, c'est si tu étais assis à ma place, fais quoi différemment? Là, ils gèlent toute la gang, puis il n'y a personne qui parle. Là, j'essaie de les stimuler. Euh, L'accueil des nouveaux employés, à tous les mois, j'en ai une quinzaine autour de la table. Je parle de l'historique de l'entreprise, des valeurs de l'entreprise, c'est quoi notre but, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait. Les réunions annuelles d'information, de tenir les gens informés sur nos performances. C'est quoi notre planification stratégique? C'est quoi nos grands enjeux? C'est quoi les acquisitions qu'on fait dans le passé? C'est où est-ce qu'on s'en va? C'est grosso modo de garder le noyau des ressources humaines proches, puis d'éviter qu'il y ait une hiérarchisation trop grande, puis qu'elle disait, ben là, je peux pas y parler à lui, c'est pas mon boss. Là. Tu sais, c'est le genre de patente que je veux pas qu'il arrive ici. Je veux que tout le monde parle avec tout le monde, qu'on s'informe, qu'on fasse un noyau ensemble. Puis oui, ça prend des lignes. J'aime pas dire ça, mais tu peux pas donner des ordres à quelqu'un qui est pas sur toi ou qui est deux. Mais on peut se parler, on peut se conseiller, on peut parler ensemble tout en respectant le cheminement de l'information puis de l'ordonnancement de ce qu'on demande aux gens de faire. C'est important de garder ça, mais tout en gardant un noyau où l'importance du caissier, du chauffeur de livre, du manutentionnaire. Mais c'est pas vrai que ces personnes-là ont rien d'important dans l'entreprise. Là. Ils ont plein d'affaires qu'ils voient, que nous autres, on voit pas. Mais sauf que dans les croissances d'entreprise, à un moment donné, ça fait que c'est souvent, t'entends les gens, ben moi, je suis juste un chauffeur de livre. Là. Ouais. Moi, mon opinion, elle compte pas. Mais sinon, j'essaie de... Mais c'est pas facile. Ça. C'est une job à temps plein. Et ça, c'est l'autre point de vue. Tu sais, je te parle de la vision long terme. Après ça, les ressources humaines, les garder engagées, unies. Puis l'autre, de s'assurer quand les lignes directrices des grandes lignes de l'application stratégique sont suivies, tout en dérapant pas non plus dans les suivis des coûts. Là. C'est facile à nos jours, à un moment donné, avec l'inflation qu'on a connue, les ajustements salariaux qu'on a dû faire, etc. Puis l'entreprise va relativement bien. Fait que dans les années où l'entreprise va bien, c'est facile de tomber lousse. Là. D'être le chien de garde, de dire, hey, c'est pas parce que ça va bien là que, tu sais, j'en ai connu des années, les années 89, 10, 11, 12, quand je suis arrivé, là, on a passé des années qu'on faisait de l'argent, puis on a des années qu'on était déficitaires, là. Je l'ai vécu, là. Mais là, tu sais qu'il y en a qui l'ont pas vécu ici, fait qu'il faut que je garde ça, là. Tu sais, c'est quand même être le chien de garde de tout ça, là. Puis, c'est ça. Ouais. Non, j'imagine qu'on doit être un petit peu partout. Puis je trouve ça donc intéressant que tu ailles prendre l'opinion des gens qui sont sur le terrain et qui font le travail au quotidien. Je trouve que c'est comme ça qu'on peut améliorer nos opérations. Comment peut-on penser pouvoir améliorer les services de notre entreprise si on ne sait même pas comment que les gens qui exécutent le service se sentent et travaillent au quotidien? Ouais, puis le gros défi, c'est de les rendre à l'aise de t'en parler. Oui, effectivement. Parce que l'autre affaire, tu fais juste passer, puis tu jases, une petite tape sur l'épaule, comment ça va, tout va bien. Ça. Mais quand tu t'assois autour d'une table pendant 1 heure ou 2, là, à un moment donné, il y en a un qui dit quelque chose. L'autre, là, ça lui donne une idée. Là, ça part. Là, tu en entends des affaires, puis bon, tu peux pas, faut pas tout prendre pour du cash, puis dire qu'on va tout régler les problèmes du jour au lendemain. Mais il y a beaucoup de points qu'on prend de ce meeting-là que j'amène à mon comité de direction. Puis quand j'entends toute cette affaire, puis qu'est-ce que vous en pensez? Bon, des fois, on dédramatise. Des fois, j'en ai à base qui peuvent dramatiser des cas qui ne sont pas si dramatiques. Mais il y a souvent des bons points à améliorer. Puis il faut les écouter, ces gens-là. Puis c'est ces gens-là qui vont nous aider. Là. C'est quoi la suite, Serge? Qu'est-ce qui t'attend dans les 2, 3, 4 prochaines années? Comment tu vois la suite? Ben, pour les 5 prochaines années, là, avec la restructuration qu'on a faite, c'est de, je t'ai pas mal dit, c'est quoi mes responsabilités, puis c'est de continuer à faire ça, tout en m'assurant que si un jour Serge Arnois n'est plus là, que ça va fonctionner, puis que les angles morts que de temps en temps, je regarde, qu'il y a d'autres gens que moi qui regardent ces angles morts-là, puis que ça fait des gens qui ont une certaine prudence, puis à travers ça, former la relève. Mon garçon Guillaume qui vient de rentrer, qui s'occupe des lubrifiants et produits spéciaux. J'en ai un autre qui est au HEC en train de faire son cours pour être comptable. Ma fille qui était au cégep, mais qui aimait ça faire de la gestion. Les enfants, mon frère Luc, il y a son garçon qui s'occupe de tout ce qui est intelligence artificielle ici. Sa sœur, la fille de Luc, est en administration de la santé, mais c'est pas dit qu'un jour elle ne viendra pas chez nous. Fait que aussi, garder la pérennité. Tu sais, il y a toutes sortes de gens à sa planète. Là, ma façon d'amener à ma région, oui,
Arnois va faire des dons à certains organismes, on va s'impliquer socialement. Mais je pense que notre plus grande implication sociale, c'est d'avoir créé une entreprise qui est capable de payer des salaires décents, de qualité, engager des gens dans la région, puis de faire en sorte que la région de la Naudière, ou même là, c'est rendu au Québec, ou au lieu que ça appartienne, ce réseau-là, à Parkland, qui est à Calgary, ou à une entreprise américaine, c'est québécois. Puis toutes les richesses restent, les salaires, les professionnels qu'on engage, les compagnies de marketing, c'est au Québec, etc. Mais de capter cette valeur-là au Québec, moi, ça fait partie de mon but, puis d'essayer de rendre ça pérenne, puis que ça soit encore comme ça dans 20 ans. Les prochaines 5 ans, c'est ça, puis éventuellement de lâcher la présidence direction générale peut-être dans 4-5 ans et de tomber peut-être président du conseil d'administration s'il y a lieu, puis après ça, puis de faire. C'est un peu ça, mais peut-être que dans 3 ans, on va s'asseoir et tout va changer. Ben, ça va tellement vite, il faut rester à l'affût. Ouais, Serge, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast aujourd'hui. Si on va en savoir plus sur ce que vous faites, meilleur endroit pour vous rejoindre, ce serait votre site Internet, j'imagine? Oui, il n'y a pas de problème. Ou ils peuvent appeler mon assistant. Bon, ben, on mettra les contacts et les liens dans les notes de l'épisode. Serge Arnois, merci beaucoup d'avoir présenté cette très belle histoire entrepreneuriale de Arnois Énergie. Je te remercie beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hyper Croissance.